Bonsoir et bienvenue à tous dans ce deuxième numéro de l'Hebdo Écho de la saison. Ce soir, à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, nous ferons le point sur le logement au Maroc. Selon les chiffres du HCP, du Haut Commissariat au Plan, le parc national frôle aujourd'hui les 9 millions d'unités d'habitation, dont 70% en milieu urbain. 80% de ce parc sont des habitations occupées et quelques-uns, ou plutôt 1 million, sont vacants. Alors pourquoi, alors que le Maroc souffre toujours d'un déficit en logement, y a-t-il une adéquation entre l'offre et la demande alors que certains disent que le prix du foncier est en recul? Et le locatif, parlons-en. Pourquoi au Maroc, au-delà de l'aspect proprement culturel, le locatif peine à séduire alors qu'il représente une alternative correcte pour faciliter l'accès au logement? Est-ce que ce logement répond-il aux critères de qualité espérés par le citoyen? Avec mes invités ce soir, quel diagnostic pour le secteur de l'habitat? Nous allons en deuxième partie d'émission discuter des alternatives, des solutions et aussi des recommandations afin de trouver un meilleur habitat pour le Marocain, car rappelons-le, le logement est le principal déterminant du bien-être. Viennent ensuite la santé, le revenu, l'éducation et les relations avec la famille, bien sûr, dans l'indice du bonheur des Marocains. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Hind Benzaha. Bonsoir. Bonsoir. Hind Benzaha qui représente le ministère de l'Habitat et est chef de la division des études et de la prospective, donc au ministère. Bienvenue. Merci. En face, Mohamed Lazim qui nous donnera son regard d'expert sur l'habitat et le logement au Maroc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation. Et pour représenter les promoteurs immobiliers, un promoteur immobilier sur le plateau, Anis Benjeloun, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, vous êtes également secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors j'aimerais tout d'abord dresser, messieurs, dames, un état des lieux avec non seulement cette enquête du HCP, mais aussi d'autres chiffres, que ce soit de Banque Maghreb ou d'autres institutions. Je me tourne vers Mohamed Lazim. Quels sont les chiffres qui vous ont le plus marqué et qui vous parlent le plus? Exactement. Alors tout d'abord, pour répondre à votre question, j'aimerais bien donner en premier lieu un aperçu sur l'évolution de la population urbaine, comment elle a évolué depuis 1960 pour comprendre le secteur de l'habitat actuellement. Alors, est-ce que vous savez que le Maroc, la population urbaine, elle est passée de 3,4 millions d'habitants en 1960 à 35 millions d'habitants en 2016, soit un taux d'accroissement annuel de 3,7 aux alentours de 3,7%. Et la population urbaine, elle est passée en 1960 de à peu près 29% à 60% actuellement. Donc cette forte urbanisation, elle est due, à mon avis, à quatre raisons. La première raison, c'est l'accroissement naturel de la population. La deuxième, c'est l'exode rural. C'est la migration du milieu rural vers le milieu urbain. Troisième raison, c'est l'extension des périmètres urbains des villes. Et la quatrième raison, c'est la promotion des centres ruraux vers les centres urbains. Alors, tout ça, il a occasionné, en termes de besoins, un besoin d'environ 140 000 de ménages, de logements par an. Et ce chiffre-là, c'est grand. Alors, pour construire environ 140 millions de logements par an, on doit viabiliser environ 3 700 hectares par an. L'État, à peine, elle viabilise les environs de 2200-2300 hectares. Donc, on a un déficit annuel en termes de viabilisation du foncier d'environ 1500 hectares par an. Donc, vous multipliez 1500 hectares au bout de 10 ans, donc on va se retrouver aux alentours de 15 000 hectares de déficit en termes de foncier. Donc, si on veut construire, on doit avoir du foncier d'abord. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est que pourquoi l'État n'est pas capable à répondre à ce besoin en termes de foncier? Pourquoi, la question? L'État est représenté, justement. Oui, je vous laisserai peut-être terminer et ferai réagir Madame Benzaha. Alors, j'ai fait quelques études sur ça, quelques prospections, et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes. La première contrainte, c'est qu'il faut mobiliser de l'argent. Donc, pour viabiliser, comme vous le savez, pour faire des travaux hors site, ou viabiliser du foncier, raccordement au réseau public, etc., ça demande de l'argent. Donc, il y a un problème de fonds.
Deuxième raison, c'est que je pense que le Maroc, comme vous le savez, il a plusieurs statuts fonciers. Il a les terres collectives. Les terres collectives, ça représente environ 12 millions d'hectares. Et les terres collectives, ils sont inaliénables. On ne peut pas investir sur les terres collectives, qui représentent 12 millions d'hectares. Les terres collectives, pour donner une définition, les terres collectives, ça relève de la propriété de la collectivité ethnique. Donc, sont gérés par les chefs de tribu. Et pour vendre une terre collective, il faut passer par l'accord des chefs de tribu, après par le ministère de tutelle. Donc, c'est délicat pour vendre les terres collectives. Mais ça représente une masse. Si vous permettez, c'est des terres essentiellement dans le monde rural. Ils ne sont pas dans le milieu urbain. Dans le monde rural et périurbain. Exactement. Alors, deuxième statut, c'est terre habous. Ils sont inaliénables aussi. Et ça représente une masse en termes de foncier. Donc en fait, ce que vous dites, juste pour résumer, pour qu'on ne s'étale pas sur ce point, c'est que le foncier est le principal, frein. Et l'État n'est pas capable de répondre en termes de foncier, parce que chaque année, on a un besoin de 140 000 logements qui correspond à 3 700 hectares. L'État n'est pas capable de répondre à ce besoin-là. Je rajoute d'autres contraintes pourquoi on n'est pas capable de mobiliser ce foncier-là. On a un taux d'immatriculation qui est trop faible au Maroc. Comme vous le savez, on a 12% environ du taux d'immatriculation. Et on rajoute le morcellement excessif des terrains. Tout ça, ça entrave la mobilisation du foncier pour permettre de construire et répondre aux besoins en termes de logement. Oui, moi le terme de l'État n'est pas capable, qui revient à chaque fois. Je voudrais quand même faire le point sur tout ce que l'État était capable et est capable de faire. D'abord, l'État elle a opéré sur trois grands axes. Le premier, c'est la correction, c'est-à-dire tout ce qui est traitement d'habitat insalubre. L'État elle a traité à peu près 1,5 million de personnes qui habitent les bidonvilles depuis 2004 à aujourd'hui. 1,5 million de personnes. En quartier non réglementaire, l'État a traité à peu près 1 million de personnes. Donc faites la somme. En HMR, nous avons un programme sur... aujourd'hui, nous sommes arrivés à traiter à peu près 13 000 bâtisses sur 43 000. C'est vrai qu'il y a encore du travail, mais nous sommes dans une logique de correction et de traitement. Le deuxième axe, c'est celui de la promotion. La promotion, le Maroc, chaque année, produit à peu près 150 jusqu'à 170 000 unités par an. Ces 70 000 unités, et puis je voudrais revoir avec vous le chiffre de 140 000 que vous avez évoqué tout à l'heure. En fait, ces unités, en fait, ce n'est pas un besoin juste pour le ménage insolvable. Oui. C'est un besoin qui aussi couvre aussi la promotion immobilière, la promotion du logement nouveau. Et là, le Maroc produit, comme je vous ai dit, quelque chose comme 150 000 par an, avec une grosse part de la promotion nouvelle ou des unités nouvelles. Juste pour le 250 000 dirhams, le logement à 250 000 dirhams, nous arrivons à produire avec les promoteurs privés par an, en moyenne, 55 000 unités. Donc regardez tout ce travail qui se fait en fait aujourd'hui. Il faut faire aussi le point sur tout cela. Il faut aussi évoquer les programmes positifs. Parce que dans les chiffres du HCP, il y a effectivement un chiffre sur le bidonville que nous allons évoquer tout à l'heure. Mais il est ce qu'il est. On va le nuancer tout à l'heure. Mais il y a une baisse du nombre de bidonvillois qui est due justement grâce au programme de l'État. Donc, je vous ai parlé des deux grands axes, je reviens. Et le troisième point sur lequel l'État réagit, c'est la planification urbaine et sur tout ce qui est politique de la ville. Donc, c'est ce qui nous permet, en amont, de rendre des zones urbanisables et un support pour la construction nouvelle ou même de correction. Donc, votre chiffre, il englobe peut-être effectivement un besoin, mais il doit aussi être nuancé, être reprécisé, parce qu'il y a aussi de la promotion
nouvelles. Mais qu'en est-il du foncier Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de foncier et notamment, on parle de baisse des prix du foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le cas? Je me tourne vers... il ne semble pas être très d'accord avec cette idée de baisse des prix. Certains évoquent une baisse des prix du foncier au Maroc. Est-ce le cas, Anis Benjeloun? Je ne le crois pas. Et ça, c'est l'un des principaux problèmes de la promotion immobilière au Maroc. Je partage le point de vue évoqué concernant la rareté du foncier, mais il faut dire ce qu'il en est, c'est que le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme n'est pas responsable de ça. Il n'est pas responsable des terres collectives, ni des terres habous, etc. Et il fait ce qu'il peut. Bon, effectivement, il y a certains reproches qui peuvent être faits, certaines améliorations qui doivent être apportées, mais effectivement, le coût du foncier représente de manière anormale plus de 70% du prix de revient d'un bien. Ça, c'est beaucoup. Comparativement à Vous arrivez quand même à rentabiliser ces 70% Sincèrement, de plus en plus difficilement. Contrairement à ce que les gens pensent et à ce qui se dit, qui est franchement de la démagogie, 70% du prix de revient d'un logement est constitué par la part foncière. Très bien. En Occident, ça tourne autour de 20-25%. Donc il y a un effort à faire dans ce sens-là. Il y a un effort à faire, il y a de nouveaux plans d'aménagement à développer, il y a de nouvelles zones urbaines effectivement à équiper, mais l'État ne peut pas tout faire tout seul. Ce qu'on demande à l'État, c'est effectivement de donner les grandes lignes, de faire de nouveaux plans d'aménagement qui soient futuristes, qui englobent une vision. Nous y reviendrons au plan d'aménagement. Et j'aimerais aussi discuter avec vous, puisqu'on parle de ces chiffres, pour qu'on ne s'éparpille pas trop, ces chiffres du HCP, des stocks. Comment les visualisez-vous? Moi, je ne partage pas tout à fait ces chiffres, je les mets en doute. Je ne sais pas comment cette enquête a été faite. Apparemment, elle a été faite sur le recensement général de la population en 2014. Alors, c'est quoi un stock? Il faut définir ce que c'est qu'un stock. Est-ce que c'est un bien en cours de construction, en cours de commercialisation, après une longue commercialisation infructueuse? Est-ce que c'est un bien qui est en attente administrative d'obtention du permis d'habiter ou autre? Vous comprenez? Donc, tout ce genre de points, il faut les développer. Comment ce chiffre a été publié? Il doit exister un stock, mais bon, il faut le définir autrement. Et c'est quoi un logement vacant? Voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un logement vacant? Est-ce que c'est quand il y a eu une enquête, on l'a sonné, il n'y a pas eu de réponse? Est-ce que c'était un MRE qui réside à l'étranger? Est-ce que c'est une personne en déplacement? Le chiffre de 1 million me paraît largement exagéré. Pas crédible. Largement exagéré. Je pense que le ministère a des chiffres plus cohérents là-dessus. Alors justement, est-ce qu'il y a des similarités? Parce qu'il y a eu une enquête du ministère, je reviens à Mohamed Lazim dans un instant. Quelle différence et quelle similarité entre cette enquête nationale de la demande d'habitat qui date de mars 2016, qui provient du ministère de l'Habitat, et ces chiffres du HCP Hind Benzha? En fait, nous avons une étude qui s'appelle l'étude sur le parc logement, qui a été faite et achevée en 2012 et qui nous a sorti le stock, si vous parlez de stock comme logement vacant, quelque chose comme un peu plus de 500 000 unités. Voilà, sur le HCP, le RGPH 2014, ils ont sorti à peu près 1 million d'unités, 900 000 en milieu urbain. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une définition à faire. Pour nous, au ministère de l'Habitat, le HCP, je ne sais pas comment ils ont compté, pour le HCP, pour le ministère de l'Habitat, le stock, tout ce qui est le logement vacant, le parc vacant, c'est hors RME, hors logement RME, et tout logement qui a été sorti soit à la location, soit à la vente pendant 12 mois et qui n'a pas trouvé de locataire ni d'acheteur. Très bien. Donc c'est ça la définition sur laquelle nous avons travaillé. Par rapport au HCP, apparemment, ils ont intégré aussi les logements RME, ils ont intégré aussi les logements en cours de construction. De toute façon, c'est inhabitable, c'est normal que ce soit vacant. Ceux qui en cours de commercialisation, pardon, je rectifie, en cours de commercialisation. Donc c'est ce qui fait que ça gonfle un petit peu le chiffre. Et puis, il faut aussi préciser une chose, c'est que le HCP, il a travaillé sur le nouveau découpage. Et le nouveau découpage, il a intégré certaines zones périphériques au périmètre urbain. Et c'est ce qui fait que si nos chiffres sont aujourd'hui sur 500 000, etc., eux, ils ont
automatiquement un chiffre un peu plus grand. Mais le plus important dans tout cela, c'est qu'il y a un parc vacant, que ce soit 500 000, 400 000 ou 800 000, il y a un parc vacant qu'il va falloir traiter. Et alors, quel serait l'impact, je ferai réagir Anis Medjouni plus tard, quel serait l'impact d'autant de logements vacants alors qu'on parle de déficit Pour moi, ce qui nous importe, ce n'est pas le montant, c'est le pourcentage. Le pourcentage des logements vacants dans le parc. 850, 900 000, 1 million, pour moi, ce n'est pas important. Mais ce qui est représentatif, c'est le pourcentage. Pour moi, les logements vacants, ça représente environ 12% du parc. Pour moi, c'est énorme. Mais vu le contexte marocain, on peut comprendre. Aujourd'hui, on a à peu près 850. Et je pense que ce chiffre-là, il va augmenter d'une année à l'autre. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que les Marocains, ils sont trop attachés à la pierre. Donc c'est inculqué dans notre culture. Donc pour nous, la pierre, c'est une garantie certaine, sûre. C'est un moyen d'épargne. Ça n'explique pas les logements vacants. Non, on achète, on investit, c'est un moyen d'investissement. On fait l'épargne. Maintenant, on a des retraites, certains citoyens, ils ont un peu d'épargne due à la retraite anticipée, départ volontaire. Donc moi, je connais dans la famille, des amis, ils achètent 2, 3, 4 appartements comme épargne. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est la question qui se pose réellement, c'est que pourquoi ces propriétaires-là n'essaient pas de louer ces appartements et de les garder en tant que vacants. C'est ça la question. Nous allons revenir à la pour moi, les Marocains, ils préfèrent garder leurs appartements que louer. Pourquoi? Parce que la réglementation marocaine, la loi 67, nous y reviendrons. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'un logement est vacant, ou en tout cas quand on parle de ce stock, est-ce qu'il y a une adéquation entre l'offre et la demande, Anis Medjouni? Justement, effectivement, il y a un nombre de logements vacants. Les raisons peuvent être multiples, elles sont multiples. Effectivement, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Pourquoi? Parce que le prix et le pouvoir d'achat est ce qu'il est. Le pouvoir d'achat est bas dans ce pays-là. Oui. Le pouvoir d'achat est bas, effectivement, avec le prix du foncier qu'on a en milieu urbain, ce qui fait que ça renchérit considérablement le prix des logements. Et les gens n'ont malheureusement pas beaucoup le moyen d'accéder à ça. Mais il y a des partenariats publics-privés dans ce sens, notamment qui visent justement cette partie de la population à faible revenu. Justement, le logement social fait partie de ce cadre-là. Et ça a été, à mon sens, une réussite considérable pour ce pays. D'ailleurs, le Maroc a reçu un prix de l'UNESCO en 2010-2012. Le félicitant pour sa politique urbanistique. Alors, il y a une inadéquation, il y a un déphasage. Les gens sont de plus en plus exigeants au niveau qualitatif. On reviendra sur ce point plus tard. C'est un peu normal. Enfin, je veux dire, on investit un certain. C'est tout à fait normal, c'est légitime et au contraire, c'est ce qu'on veut. Il y a aussi une autre problématique, c'est qu'il y a une certaine catégorie de personnes, ça il faut en parler, qui prennent le nom de promoteurs immobiliers, mais qui ne sont pas en fait dans cet aspect-là. Vous voyez, il y a des grands bâtisses qui se construisent et qui même si les immeubles restent fermés, ça ne les dérange pas. Dont les ressources viennent de manière un peu particulière. Et bon, on a tous compris ce qu'on veut dire par là. Il y a aussi des projets qui ne sont pas raccordables. C'est-à-dire que des gens construisent, des autorisations qui sont données à des promoteurs immobiliers, et qui construisent des logements dont ils ne sont pas raccordables au réseau d'eau, d'électricité et d'assainissement. Ce qui fait que ça traîne au niveau du raccordement. Comment on peut donner une autorisation? Malheureusement, ça on en a parlé, ça on évoque ça, et ça c'est une des problématiques. Mais est-ce que l'autorisation est donnée sans que ce soit raccordable? Dans certains cas, oui. Et ça pose un petit peu un problème. Très bien. Je voudrais juste faire un petit retour sur le logement social, sur l'implication du secteur privé dans tout ce qui est promotion immobilière, dans tout ce qui est politique publique en fait. Alors un petit chiffre qui va vous donner en fait toute l'explication. Le logement social à 250 000 dirhams, il est porté à raison de 96% par le secteur privé. Donc c'est pour vous dire combien le secteur privé est important et combien les facilités fiscales et les facilités urbanistiques permettent de stimuler en fait le marché immobilier et c'est dans cette optique-là que nous travaillons avec les promoteurs immobiliers et que l'État tout seul ne pourra jamais bien sûr
produire toutes ces unités et tout ce besoin. Mais le partenariat avec le privé, il est porteur et on doit encore continuer sur ça. Alors continuer sur cela, mais à quel prix quand on sait qu'avec le lancement de ce programme de logements sociaux, eh bien, le secteur immobilier dans notre pays a connu un pic. Du coup, on parle de crise, ça nous emmène à déduire que peut-être le secteur ne se porte pas bien. Est-ce que c'est juste que le secteur peut-être se reprend une stabilité, une certaine forme on va dire, pas de pic, mais en tout cas sur un taux plutôt relativement normal. Mohamed Lazim. Alors, je reviens seulement, avant de répondre à votre question, je reviens sur vous avez dit que pour certains projets, ils ne sont pas raccordés au réseau. Mais il y a des solutions techniques, la fosse septique, les stations de traitement. Et il y a des projets que l'agence urbaine elle donne des autorisations, malgré que ces projets ne sont pas raccordés au réseau. Parce qu'il y a des solutions techniques en attendant de se raccorder. Par contre, c'est pour expliquer simplement le chiffre de logements vacants. Donc ça prend du temps. D'accord, très bien. Alors pour revenir à votre question, c'est que moi personnellement, c'est que je pense que le secteur de l'habitat et de l'immobilier en général, il est en crise. Et même en profonde crise. Et pour moi, il n'est pas encore prêt à se rétablir à court terme. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est qu'on a constaté que le volume des transactions immobilières au cours de cette année, elle a enregistré un recul. Mais sur quel segment? C'est important parce que si on met tout dans le même panier, je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir une idée claire. Est-ce qu'il y a effectivement crise ou pas crise dans l'immobilier, sachant que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, c'est en général. Parce que l'habitat et l'immobilier sont fortement liés. D'accord, en général. Donc les transactions immobilières, elles ont enregistré un recul. Les ventes du ciment, je peux me confirmer ça, donc les ventes de ciment, ils ont baissé ce trimestre-là. Troisièmement, c'est qu'on a constaté, on a remarqué au cours de ces deux dernières années, c'est que la demande, elle est affaiblie de par le fait qu'il y a le problème de la refonte de la caisse de compensation et les gens. La demande, elle s'est affaiblie. Je rejoins l'avis comme quoi le pouvoir d'achat il a baissé. Je rajoute aussi les dispositions fiscales. Les dispositions fiscales, ça a beaucoup impacté le prix du foncier. Donc tout ça, je peux dire qu'on a une crise, c'est vrai. Certains parlent d'une crise psychique, certains parlent effectivement d'une crise réelle, mais pour moi, on a une crise au Maroc. Pour rebondir sur ce que vous avez dit concernant effectivement l'aspect fiscal, il est à déplorer que le référentiel de l'immobilier a placé la barre très haut au niveau du référencement de l'immobilier. Quand vous dites très haut, ça veut dire que... C'est-à-dire beaucoup plus élevé que les cours réels sur le marché, malheureusement. Et ça, on a discuté avec la direction des impôts, et il se trouve qu'il y a des citoyens qui refusent même de vendre leurs biens pour ne pas avoir à subir des redressements. Exactement, parce que vrai. Pour les impôts, c'est tel prix et pas autrement. Effectivement. Alors, il y a beaucoup de gens qui refusent de vendre. Et ça, effectivement, ça stoppe les transactions dont parlait M. Azim. Mais après, est-ce qu'on va arrêter la fraude? Du coup, si on arrête la fraude, on arrête là. On a essayé de trouver un moyen, on a essayé de convaincre qu'il y ait un accord préalable avant la vente. En Europe, comment ça se passe? Le notaire envoie un courrier à la commune parce qu'ils ont un droit de préemption. Ils n'envoient pas un courrier à la direction des impôts, mais à la commune, parce que la commune a un droit de préemption sur le bien. Et une fois qu'ils ont une réponse, le bien est vendu. On a essayé de proposer ça à la direction des impôts. Bon, on attend la réponse. Ça freine. Effectivement, c'est un frein. Concernant l'aspect locatif, on reviendra là-dessus plus tard. Par rapport à la crise... Vous êtes bien placé pour parler de crise ou pas crise, quand même. Écoutez, la demande est là. Oui. Il faut dire ce qu'il en est. D'ailleurs, l'étude effectuée par le ministère en 2016 est porteuse. Elle parle de 1,6 million de logements. Les gens de demandes annuelles. Voilà. C'est très important. Conséquent. Les gens sont effectivement de plus en plus frileux. Ils sont observateurs. Ils n'achètent plus sur plan. Ils veulent voir quelle est la qualité du produit. Ils veulent un produit fini. Et ils veulent voir quelle est la qualité du promoteur immobilier. Parce que malheureusement, dans ce métier-là, beaucoup de gens s'improvisent promoteurs immobiliers et ils n'ont strictement rien à voir avec ce métier. Vous avez des cafetiers, des bouchers, des médecins, des avocats.
C'est un métier à part entière et qui a des normes, des spécificités, et il faut le respecter. Et d'ailleurs, c'est une des discussions que nous avons avec le ministère, c'est pour créer une charte de l'immobilier et qu'il y ait une responsabilité et une éthique. Alors, au niveau de la fédération, Fédération nationale des promoteurs immobiliers, on axe sur ça et on a signé une charte d'éthique, on a un label de qualité, label Iltizam, sur lequel je reviendrai plus tard. Très bien. Je ferai réagir Madame Benzha juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous. Bonsoir et bienvenue à tous à nouveau. Vous regardez l'Hebdo Écho que nous consacrons aujourd'hui au logement, à l'habitat au Maroc. Juste avant la pause, nous parlions de cette crise ou pas crise dans le secteur de l'immobilier au Maroc. Alors, d'un côté de la table, Mohamed Lazim, expert en immobilier, dit qu'il y a effectivement crise. De l'autre côté, Hind Benzha ne semble pas partager cet avis. Absolument. Moi, je voudrais retourner sur ce qu'a dit Monsieur le Razi. Monsieur Lazim, en fait, je ne peux pas vous laisser juger le marché immobilier de cette manière que je vais plutôt superficielle, parce que les indicateurs que nous avons aujourd'hui dans le secteur, nous avons un observatoire au niveau de l'habitat, nous avons des indicateurs. Les indicateurs sont positifs, les indicateurs de ciment justement, dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous sommes à 14 millions. Une consommation de 14 millions de tonnes de ciment. C'est une consommation qu'on a cumulée depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ce que je voulais expliquer, en fait, je l'ai expliqué sur ce plateau la dernière fois, c'est qu'il y a une régulation. Le marché il a été porté par le 250 000 dirhams pendant les années 2010, 11, 12 et jusqu'à l'année 2013, et même 14, le début de l'année 2014. Aujourd'hui, ce dispositif, il a donné ce qu'il a pu. Ce dispositif de logements sociaux, c'est lui qui a porté tout le marché. Il a donné ce qu'il a pu. Aujourd'hui, nous sommes dans un retour à une régulation, une auto-satisfaction dans certaines régions, comme Marrakech, Tanger, etc. Et il y a une forte demande encore à Casa et à Rabat. C'est avec ça que tout le monde travaille aujourd'hui. Mais ce n'est pas une crise, c'est un retour à une situation normale d'avant le dispositif. Voilà, donc c'est ce que je disais en fait tout à l'heure. Voilà, c'est ce que vous disiez. Effectivement, il y a eu ce pic qui a été en fait artificiel parce qu'il a été sous perfusion, on va dire entre guillemets. Oui, totalement. Il a été sous le coup d'exonération fiscale, de facilités urbanistiques, etc. Et tous les programmes, tous les programmes dans le monde entier, vous ne pouvez pas avoir un programme qui va durer 11 ans, 12 ans, éternellement. Il va prendre quelque chose comme 5-6 ans et puis après ça va en fait s'assoupir. Donc c'est ça en fait la vraie explication. Et les gens quand ils voient cette courbe en fait, ils se disent qu'il y a une crise. Mais non, c'est un retour à la normale. Juste en complément, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'a dit Mme Benzha. Ce qui m'interpellait au niveau des statistiques du Haut Commissariat du Plan, ce sont quelques chiffres qui me paraissent un petit peu inquiétants. On parle de 65% d'habitat MMM. Maison marocaine moderne. Maison marocaine moderne. Architecturalement, franchement, c'est pas une réussite. C'est vrai. Ça, franchement, c'est pas une réussite. Je partage votre avis. Et il faudrait trouver une solution à ça. Ça consomme beaucoup de foncier pour des habitations qui sont ce qu'elles sont. Mais là, on revient encore une fois à cette question entre la construction, l'autoconstruction et la promotion. C'est là où l'État doit intervenir. C'est-à-dire, comment l'État peut intervenir si quelqu'un veut construire sa propre maison au niveau de l'aménagement, au niveau de l'esthétique, au niveau de la distribution. Alors justement, est-ce que ça change quelque chose? Le fait que habitat et urbanisme soient encore à nouveau sous la même coupole, est-ce que ça change quelque chose, Inbenza? Oui, ça change énormément parce qu'aujourd'hui nous sommes... Absolument, et puis nous sommes aujourd'hui les deux départements autour d'une même problématique. C'est-à-dire quand on travaille sur l'autoconstruction justement, il y a les deux départements autour de la même table et on partage les mêmes problématiques. Et on essaie de corriger les mêmes problématiques en même temps. C'est la synchronisation en fait des actions. C'est ça ce qui est important dans cette jonction. Et on a commencé en fait à sentir les fruits. On va, Inch'Allah, en 2018 peut-être sentir encore plus cette impulsion. Et franchement, ça a donné un coup, en fait, une impulsion en fait au... Si alors, c'est dans la continuité. Ce qui m'a marqué, il y a 3 chiffres. Le premier, c'est les 65% des maisons du parc, c'est sous forme de maisons marocaines. Comme les maisons marocaines, bon, les Marocains, ils préfèrent vivre en famille. Ça, c'est la culture marocaine, on peut comprendre ça. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que
plus de 90% du parc ne dépasse pas R+2. Et justement, c'est ce que je disais. C'est une consommation, de foncier terrible. C'est une on consommation a un de foncier problème terrible, du foncier, d'aménagement, d'équipement. on vient de parler, Ouais. on a un problème du foncier et 90% du parc ne dépasse pas R+2. Et je me souviens, il y avait une proposition des promoteurs, c'est qu'ils ont demandé... Parce que le rural est comptabilisé. Non, je parle urbain. 90% de parc urbain. De parc urbain. Urbain, parce qu'il y a les villas, les maisons marocaines, parce que les maisons marocaines, c'est R+2. Écoutez, je reviens au problème du découpage, en fait, parce que le RGPH, il s'est appuyé sur le nouveau découpage. Le nouveau découpage, il a inclus le périurbain et toutes les poches qui se trouvent à côté. Et ces poches-là, en fait, et cette zone périurbaine, elle est dans la typologie de la maison marocaine moderne, du rural. Exact. Et donc, c'est ce qui fait que la moyenne entre l'urbain, le vrai urbain et le périurbain a fait descendre... Mais ça, on peut le constater. On fait une tournée à Casablanca, c'est visible, c'est un problème national. Alors, mis à part ça, il y a aussi un autre chiffre d'autres affirmations qui sont effectivement justes et qui m'ont interpellé. Ils ont parlé de la ruralisation des médinas. Et ça, c'est vrai. On dispose quand même de vieilles villes qui sont ancestrales, qui ont 12 siècles, 5 siècles, etc. Et je pense qu'effectivement, les autorités doivent faire un effort dans ce sens-là. C'est un patrimoine national duquel nous sommes très fiers. Et il faut le rénover, il faut le maintenir. Et je pense que les structures étatiques doivent se pencher là-dessus. Quand on se balade dans les médinas, soit à Rabat, soit à Fès, soit à Meknès, il y a eu un plan de réaménagement de ces médinas, Hinbenza ? Oui, il y a en fait le programme d'habitat menace en ruine. Ce qui est prioritaire encore plus, c'est qu'il y a des gens qui habitent des logements et qui sont menacés d'effondrement. Il y a encore aujourd'hui des logements qui s'effondrent sur la tête de leurs habitants quand même. Aujourd'hui, nous avons un recensement qui nous dit qu'il y a 43 000 bâtisses qui menacent de tomber en ruine. Et dans les 43 000, en fait, le ministère il a intervenu sur quelque chose comme 13 000 bâtisses. Il en reste encore. Et on a un plan jusqu'en 2021 pour évacuer toute cette problématique. Mais ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que le parc il vieillit tous les jours. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous corrigez 10 000 bâtisses, demain, vous en avez ceux qui n'étaient pas vieux hier. Demain, avec les pluies et les averses, ils commencent à... Donc c'est un effort continu. Et qui demande beaucoup d'argent et beaucoup de technicité. Parce qu'il faut faire des étaiements, il faudra renforcer. La délocalisation n'est pas facile. Et moi, je reviens à la responsabilité. Il y a une grande responsabilité du propriétaire. Le propriétaire, c'est le responsable, en fait, de cette problématique. Et sachant que des fois, il y a des réticences, les ménages ne veulent pas sortir, même si le propriétaire, il doit les... Les occupants ont des moyens financiers qui sont limités. S'engager dans de grandes structurations... C'est une problématique très, très complexe et qui ne peut pas être réglée en un clin d'œil. Alors, vous avez parlé justement de ce problème de propriétaire. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais bien qu'on parle du locatif. Parce que ça reste quand même une alternative, n'est-ce pas, pour les ménages qui n'ont pas les moyens de s'acheter un logement. Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui, il y a cette loi qui régule et on dit qu'elle donne plus raison, ou en tout cas, elle donne plus d'avantages aux locataires qu'aux propriétaires, parce que pour déloger un locataire, c'est une longue procédure et parfois qui n'est même pas concluante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, Mohamed Lazim? D'accord. Alors, la loi 67-12, c'est une loi, c'est la nouvelle loi qui régit 2016, exactement, oui. Qui régit les relations entre le bailleur et le locataire dans le cadre d'habitation, dans le cadre de logement à usage d'habitation aux professionnels. Alors, personnellement, moi, je trouve que l'équilibre entre les intérêts du bailleur et les locataires, on n'est pas encore arrivé à cet équilibre-là. Tant que cet équilibre n'est pas présent, on va trouver toujours des problèmes. Parce que, est-ce que vous savez que pour qu'un bailleur donne un congé à un locataire, il faut trois conditions. Soit le locataire ne paie pas, soit l'immeuble est un immeuble menacé en ruine, soit que le bailleur n'a pas de logement pour y habiter. Donc, et ces trois cas,
difficile. Donc le bailleur, c'est pour cette raison on trouve que c'est 12% de logements vacants. Au Maroc, les Marocains, ils préfèrent garder leurs appartements que de les louer. Et pour résoudre ce problème, à mon avis, c'est qu'il faut revoir la réglementation. Il faut essayer de trouver l'équilibre entre les intérêts du bailleur et du locataire. À mon avis, c'est ça la vraie raison. Et même c'est que vous cherchez un appartement pour location, vous ne trouvez pas une offre abondante. Vous ne trouvez pas. Effectivement, les gens sont extrêmement réticents à louer. Exactement. Ils sont réticents à louer pour ce que vous venez d'évoquer. Cette loi, heureusement qu'elle est venue parce que quand même elle comble de grosses lacunes qu'il y avait avant, mais elle est largement insuffisante. Exact. Il faut effectivement la revoir. Il faut préserver les droits de tout un chacun. Il faut que le locataire paye ses loyers et s'engage à des augmentations régulières prévues par la loi et s'engage à maintenir dans un état correct le logement qu'il occupe. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que la fiscalité n'est pas aidant. En 2015, il y a eu une abrogation d'une loi qui donnait une exonération pour les rentrées sur 3 ans. Je pense qu'il faut la remettre sur pied, peut-être même l'augmenter jusqu'à 5 annuités. Alors, moi, contrairement à vous, moi je pense que cette loi elle est intéressante dans le sens qu'elle a permis quand même d'avancer un petit peu sur cette notion d'équilibre entre le locataire et le bailleur. Mais c'est l'application de la loi qui peut-être pose problème. C'est que l'application de la loi, elle est ce qu'elle est et vous savez comment ça se passe. Aujourd'hui, moi, je voudrais quand même vous donner une image du locatif au Maroc pour qu'on puisse apprécier en fait cette problématique. Le Maroc, il était, pendant les années 80, à 50% de locataires et 50% de propriétaires. Donc on était dans une belle lancée. Aujourd'hui, ce taux, il est en train de régresser. Il est aujourd'hui sur le HCP de 27%. 27% de locataires au Maroc. En fait, pour pallier tout cela, nous travaillons aujourd'hui sur un point essentiel, c'est le renforcement du bailleur, la protection du bailleur. Très bien. À côté de la loi, nous travaillons sur le fait de pouvoir sécuriser le bailleur lorsqu'il y a litige avec le locataire, qu'il puisse contracter une assurance. Et cette assurance, elle va le couvrir pendant la durée du litige. Là, il y a déjà une assurance qui est en place pour les locataires aujourd'hui, qui existe aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes en pourparlers avec ça existe, oui. Au Maroc, pas encore. Il y a des négociations qui sont en cours avec les assurances. Nous sommes en cours de négociation, absolument. Qui sont assez réticents là-dessus. Absolument. Pourquoi En fait, c'est un produit nouveau, mais on y travaille, c'est-à-dire on n'est jamais... Vous avez une petite idée, vous avez votre petite idée, Anis? Non, mais il faudrait leur demander pourquoi, il faudrait qu'ils s'impliquent, il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'un locataire, admettons, a un incendie chez lui, il ne peut pas être couvert par l'assurance, ni de son propriétaire, ni de sa propre assurance. Parce que, non, l'incendie, oui, l'incendie, il est couvert. L'incendie, il est couvert. Ça, c'est le non-paiement. C'est l'assurance sur le non-paiement. Très bien. Le non-paiement des loyers. Ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs, donc la sécurisation, elle est importante. Deuxièmement, on travaille aussi sur le fait de responsabiliser en fait les régions sur le besoin en location. Ça, c'est une piste nouvelle qu'on est en train de prospecter. Chaque région, chaque collectivité doit être responsable de son besoin en location et peut-être créer des sociétés locales de gestion. Parce que le plus important et le plus dur dans la location, c'est la gestion locative. C'est la gestion des impayés et des risques et le risque de non-évacuation en fait de ceux qui ne payent pas. C'est ça les deux grands risques. Aujourd'hui, donc, nous travaillons sur ces deux pistes-là. À côté d'une proposition, en fait, vous savez qu'en 2012, nous avons un programme sur la location sociale, du logement social. Nous sommes en train de l'assouplir parce que l'investissement de départ était de 50 logements. Le bailleur devait acheter 50 logements de 250 000 dirhams. Aujourd'hui, nous avons proposé de réduire parce que c'est un grand investissement de départ, ce qui fait ça plombe le rendement à la fin. Donc nous sommes en train de revoir et d'assouplir en fait ce programme pour qu'il puisse être faisable par les bailleurs. Le quatrième grand point, c'est qu'au Maroc, nous n'avons pas de bailleurs professionnels, bailleurs privés professionnels. Et ça, il faut travailler sur ça. Il faudra que le privé se constitue en
en société de bail intéressante pour qu'on puisse être partenaire dans le comblement de ce déficit en location. Seulement, je rajoute une chose, c'est que la nouvelle loi, bien sûr, elle a donné des solutions. Elle a obligé d'abord pour louer un appartement, une villa ou autre, de passer par un contrat. Oui, déjà le contrat pour initier une action en justice, il faut avoir un contrat en amont. Et si on a un contrat, la procédure, elle est... Mais moi, personnellement, ce n'est pas ça le problème dans la procédure. Pour protéger les intérêts du bailleur, ce n'est pas la procédure. Absolument. Pour moi, deux choses. La première, c'est l'augmentation du loyer. Donc, comme vous savez, c'est que pendant 3 ans, c'est 8% pour les bails, pour les baux à usage d'habitation professionnelle et 10% à usage commercial. Pour moi, elle est faible actuellement. Parce que les conditions parce qu'on a fixé ces 8%, ça fait très longtemps. Maintenant, on est en 2016. Exact. Un. Deux, les cas dans lesquels le bailleur peut donner un congé au bailleur, au locataire. Il n'y a que 3 cas. Et ces 3 cas, pour moi, c'est restrictif. Il faut les trouver. Donc, pour moi, c'est pas la gestion. Surtout la troisième. C'est pas la procédure. Pour moi, c'est parce que le bailleur, il cherche que combien il va encaisser chaque mois. Et il veut avoir la garantie comme quoi un jour il veut récupérer son appartement, il peut le faire. C'est clair. C'est pas le cas aujourd'hui. Oui, mais les 8%, en fait, sur une durée plus réduite qu'avant. C'est-à-dire ça a été corrigé dans la nouvelle loi. Non, c'est 8%. C'est toujours 8%, mais sur une durée de 3 ans. Ils n'ont pas modifié. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que pour chaque bailleur, il veut louer un appartement, il doit faire un contrat. Il doit inscrire le contrat sur le titre foncier pour qu'elle soit publique. Ce qu'il faut signaler ici, c'est qu'au Maroc, en fait, la location, elle n'est pas une location, comme j'ai dit, professionnelle, elle est plus de particulier à particulier. Et c'est ce qui fait que nous n'arrivons pas en fait, à enclencher quelque chose de potable pour le locatif. Donc c'est quelqu'un qui a un R+2, il loue son étage et puis voilà. Donc il n'y a pas d'interlocuteur en fait fort pour qu'on puisse vraiment asseoir. Mais on y travaille, c'est-à-dire. Le problème d'augmentation de 8% ou de 10% de loyer tous les 3 ans se pose essentiellement pour les biens loués il y a des décennies. Exact. Ouais. Vous avez des loyers ridicules de 200, 300, 500 dirhams et une augmentation de 8% tous les 3 ans. Exact. Donc le propriétaire, franchement, est lésé là-dessus. Alors, j'aimerais à présent qu'on termine avec ce plan d'aménagement du territoire. On vient de parler de l'encadrement juridique du locatif. On parle d'un plan d'aménagement du territoire. On est aujourd'hui dans une situation, on l'a compris à travers vos arguments depuis le début de cette émission, où effectivement il y a un besoin en logement. Vous l'avez dit, Anis Benjeloun, il y a une adéquation entre la demande et l'offre. Alors, où en est ce plan d'aménagement aujourd'hui? Alors, les plans d'aménagement, en fait, je veux juste vous rappeler que le plan d'aménagement, ce sont des plans qui organisent en fait l'espace urbain. Oui, oui. Et ces plans-là, lorsqu'une ville est couverte par un plan d'aménagement, on est obligé de nous soumettre aux exigences ou aux affectations de ce plan d'aménagement. Ce qu'il y a, c'est que le plan d'aménagement, il a une durée de 10 ans et qu'après expiration, il faut le renouveler. Alors, lorsqu'on veut le renouveler, bien sûr, il prend des fois du retard parce que les terrains sont, comme avait rappelé monsieur tout à l'heure, les statuts juridiques sont compliqués. Quand on veut aménager ou prévoir une voie, il faut penser aux expropriations qui vont être mises dessus, etc. Mais il n'y a jamais de vide. C'est-à-dire quand il y a un renouvellement d'un plan d'aménagement, la loi elle prévoit que le plan d'aménagement précédent, il fait foi et qu'il n'y a jamais de vide entre deux plans d'aménagement. Donc c'est ça, c'est ça en fait ce que je dois dire sur ce point. Les prévisions du ministère, c'est que d'abord je voudrais rappeler aussi que presque tout le territoire il est couvert en plan d'aménagement. S'il y a quelques petits problèmes, c'est sur le renouvellement, les retards des renouvellements.
jusqu'en 2021, le quinquennat 2017-2021. Voilà, c'est ce dont je parlais, de ce plan d'aménagement. On prévoit de sortir 600 documents d'urbanisme. Voilà. Plan d'aménagement, tout ce qui est documents d'urbanisme. Donc est-ce que ça concerne justement l'autoconstruction Écoutez, en l'occurrence? Si vous permettez, en guise de complément de ce qu'a dit Mme Benza, que je remercie, il faut avouer qu'il y a beaucoup de retard au niveau de l'établissement des plans d'aménagement. Quand vous prenez une ville comme Rabat, l'ancien plan d'aménagement date de quelques décennies, il n'a pas encore été renouvelé. Et le rôle d'un plan d'aménagement, c'est d'anticiper, c'est de prévoir, c'est de programmer, c'est d'avoir une vision futuriste et que ce plan d'aménagement englobe toute la gestion de la ville et pense à la problématique de l'habitat et, comme vous avez dit tout à l'heure, comment dirais-je, du taux d'intégration du citoyen dans sa ville. Vous comprenez? Il y a des retards. Il y a des retards qui sont là, et ça, on le déplore. Il faut aussi penser à la verticalité, parce que le foncier coûte de plus en plus cher, et le pétrole coûte de plus en plus cher. Les transports, le problème va être beaucoup plus complexe dans les années à venir. Il faut avoir ça à l'esprit. Il faut avoir de véritables visionnaires au centre de décision. Le problème est là. Il y a une concertation, heureusement, entre le ministère et le privé. Le privé, voilà. Et on s'en félicite. On s'en félicite parce qu'il faut garder à l'esprit quel est le but ultime de tout ça. Le but ultime de tout ça, c'est d'avoir une société harmonieuse, une société en voie de développement et de créer des emplois. Il faut que l'administration soit réactive par rapport aux demandes et elle soit aux côtés de l'investisseur qui prend des risques. Vous comprenez? Pas uniquement au niveau de l'immobilier, au niveau de tous les secteurs. C'est vrai. Et il faut créer des emplois. Le Maroc traverse une phase qui est extrêmement difficile. Et je pense que le discours de Sa Majesté de la fête du trône est lourd de conséquences et de poids. Il s'en est pris à l'administration à juste titre. On connaît des retards et il faut que l'administration se mobilise pour faciliter l'investissement et pour créer de l'emploi. Parce qu'in fine, c'est l'objectif principal la fameuse phrase de tout qu'il a dite, investissement. « Ittaqullaha fil watan », elle est lourde de conséquences et elle est lourde de signification et je pense qu'il faut la mûrir. Il ne faut pas qu'il y ait un affrontement entre le secteur public et le secteur privé. Bien au contraire, il faut travailler la main dans la main pour produire une société harmonieuse, développée et futuriste. Et pour stabiliser ce pays qui en a vraiment besoin. Je rejoins sur la parler de 10 ans. Donc 10 ans, c'est pour l'utilité publique. Ça veut dire à partir de la promulgation du plan d'aménagement, on a 10 ans de la déclaration d'utilité publique. Donc c'est cet effet-là qui va être qu'on n'aura pas après 10 ans. Ça veut dire que si le plan d'aménagement il stipule d'aménager une voie, etc. Donc tous les terrains qui sont grevés de cette servitude, ils ne peuvent pas développer. Absolument. Donc ils ont 10 ans. C'est ce qui fait les retards, justement. C'est la complexité en fait, du foncier. Exact. C'est ça Et les utilisateurs de ce foncier-là, il faut simplifier. Je rejoins Steven Julien, c'est que pour trouver, à part le plan d'aménagement, il faut qu'on développe, à mon avis, les partenariats publics-privés dans ce sens. Exact. L'État ramène du foncier et le privé ramène des ressources financières, techniques pour pouvoir développer. Il y avait une convention qui a été signée en 2008 pour la mise à disposition du privé 3800 hectares de foncier. Il y a eu beaucoup de retard. C'est pour ça que c'était ça ma question, justement. On en est où de ce partenariat public-privé, que ce soit... Il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer. En fait, pour l'intérêt du citoyen. Oui, bien sûr. Tout est fait pour l'intérêt du citoyen. En fait. Alors, sur les 3800 hectares, justement, de 2009, il n'y a que presque la moitié qui est utilisable. Il faut savoir ça aussi, parce qu'il y a certains fonciers qui se trouvent en dehors du périmètre urbain, qui n'est pas utilisable, accidenté, etc. Et donc, il n'y a que la moitié qui a été utilisée. Sur cette moitié-là, il y a une portion qui a été mise à manifestation d'intérêt, donc elle est soumise à manifestation d'intérêt par les promoteurs, et une autre partie a été utilisée pour les programmes de correction et de traitement de l'habitat insalubre. Bien sûr, le Umral, comme vous dites tout à l'heure, c'est eux qui achètent ce terrain, mais qui l'aménagent et qui le met à appel à manifestation d'intérêt. Voilà, c'est ça le circuit en fait du foncier public. Donc je rajoute quelques... Dernier mot, parce qu'il me reste une minute. D'accord. Donc je rajoute, dans le cadre des solutions qu'on propose... Une minute à moi aussi.
Non, vous la partagez en fait. Dans la joie et la bonne humeur. Allez-y. Donc, je rajoute aussi, il y a d'autres solutions qu'on peut proposer. C'est que d'abord, pour les fonds de garantie, Fogarim, Fogaloge, il faut qu'on réactive ça. Il faut qu'on mobilise le foncier public. Ils sont d'actualité, c'est-à-dire on travaille avec. Ils ont baissé un petit peu. Ils ont baissé un petit peu. Il faut que le secteur bancaire s'implique fortement surtout dans l'habitat, dans le logement social. Il faut que le secteur bancaire s'implique fortement. Il faut que le secteur bancaire suive, et notamment avec la finance participative. Peut-être qu'elle devrait relancer la machine. Un dernier mot, Anis Benjelloun. Il faudrait aussi prendre conscience qu'il y a des promoteurs immobiliers dont c'est le métier principal et qui sont soucieux et respectueux des règles et des normes. À la FNPI, nous avons signé une charte de transparence totale. Nous avons un label Iltizam qui concerne 4 axes principaux. Il faut différencier entre ces gens-là qui respectent cette profession. Il faut créer Donc tous les membres de la FNPI respectent tout cela. Vous portez garant de ce que vous venez de dire. C'est la condition sine qua non. Super. Et malheureusement, il y a d'autres personnes qui salissent ce métier-là et nous, qui ne font pas partie de la fédération, la FNPI. On subit les conséquences. Aïd Benzaha, Anis Benjelloun, Mohamed Lazi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Hebdo Écho. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Écho. Très bonne suite des programmes sur Média TV.